Lights, camera. Bonjour à tous et bienvenue à On jase de film, un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en cinéma, 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, quelque chose d'un peu inusité. Aujourd'hui, mon invité, c'est Pierre-Luc Racine. Salut Pierre-Luc! Salut Guillaume, ça va? Ça va bien et toi? Yes, ça va très bien. Parfait. Pierre-Luc, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es co-animateur du podcast Trois bières. T'es un finissant auteur de l'École nationale de l'humour en 2018. T'écris pour RDS sur la plateforme Jeux vidéo de RDS où tu testes beaucoup de trucs de la Nintendo Switch. On peut te lire parfois dans Urbania aussi. Est-ce que j'oublie des choses? Oui, et en confinement, moi aussi, j'utilise Zoom et j'ai mon projet qui s'appelle Pierre-Luc Racine va être surpris. Il y a 9 épisodes à date, il y en a juste 9. Je sais pas si je vais faire plus ou moins, mais il y a des fun là-dedans. D'ailleurs, j'ai rencontré M. Yves Cloutier parlant de choses scénaristiques. Oui. J'ai vu Yves Cloutier qui m'a parlé de la chanson thème de Ouattatata pendant 30 minutes parce qu'il l'a composé lui-même. Fait qu'il me parle de la séance d'enregistrement à tout ce qui entoure ça. Fait que c'est vraiment, vraiment cool comme entrevue. Parler avec un baby boomer blanc qui a fait un rap. Alors qu'il détestait le rap et ça paraît pas du tout quand il écoute le thème de Ouattatata. Super. Pierre-Luc, avant qu'on entre dans ta liste de films, c'est né comment ton amour du cinéma? C'est dur à dire comment est-ce que c'est né. Pour moi, ça a quasiment tout le temps été là, dans le fond. J'ai tout le temps eu des VHS chez moi, tout le temps eu l'idée d'aller au cinéma, d'avoir juste une autre salle dédiée à quelque chose. Tu sais, c'est rare dans la vie que tu te déplaces dans mon cas, moi, pour un art en particulier, puis juste le visiter. Dans le sens que il y a beaucoup d'affaires qu'on peut faire chez soi de plus en plus, notamment en 2020. Mais je veux dire, comme quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas de, je sais pas, de e-saut ou whatever. Fait que, tu sais, comme la sortie que j'avais, c'était aller au cinéma. Ouais. Puis, c'est voir beaucoup de films. J'aimais vraiment ça, faire ça. Tu sais, quand t'es jeune, chaque film que tu vois, ton plus récent, c'est ton préféré. Fait que ça fait comme, oh shit, t'es encore meilleur, oh, t'es encore meilleur, t'es encore meilleur, t'es encore meilleur, oh my god. Puis là, à un moment donné, tu vieillis, puis là, tu vas voir des mauvais films. Ouais. Puis là, ça fait moins ça, mais quand il y a un bon film qui ressurgit, ça me rend tellement heureux. Puis je suis très heureux d'en parler avec toi. Tellement. C'est quoi tes premiers souvenirs de films aussi que tu es allé voir au cinéma? Est-ce que tu t'en rappelles? C'est pas au cinéma, mais je suis allé voir Home Alone dans le gymnase de mon école primaire. Puis, je me souviens de ça clairement. J'ai l'image claire là, de... Puis, moi, dans la vie, j'ai une très mauvaise mémoire en général, mais ça, je me souviens vraiment d'être là avec mon père à côté de moi, puis on regarde un écran, puis je me souviens avoir dit « Pourquoi est-ce qu'on fait ça? » C'est niaiseux, pourquoi est-ce qu'on se rassemble écouter un film avec des gens que j'ai vus à l'école un peu ou je sais pas trop. Puis il a fait, mais si on regarde un film, c'est important, on fait ça. Puis je me dis, ah, OK, c'est vrai. Puis je me souviens avoir vu Captain Crochet, Hook. Oh, au yes! cinéma, avec un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma, en ce qui me concerne. J'adore ce personnage-là, de Captain Crochet ici. Fait que... Rufio, on parle de Rufio en tant que méchant, là. Hey, les spoilers! Les spoilers! Mais ouais, fait que je me souviens de ça. Je me souviens comme avoir vu les Star Wars remasterisés aussi quand j'étais plus jeune. C'est genre, aller au cinéma, voir Mortal Kombat alors que j'ai trippé sa franchise, puis faire comme OK, c'est ça. Voir Mortal Kombat 2, puis faire comme OK, c'est ça. Fait que être déçu par des premiers films, ça m'est arrivé ici. Être surpris par des films que j'entends de rien non plus, c'est vraiment, vraiment magnifique. Aller voir Dumb and Dumber avec mes parents, puis je savais pas que ça allait être quoi, parce que j'aime Jim Carrey, puis Ace Ventura, c'est assez correct pour les kids. Ouais. Mais Dumb and Dumber, un petit peu moins. Fait que moi, j'étais crampé tout le long, mes parents étaient juste malaisés. Ça, je m'en souviens, ça aussi. C'est tellement un bon film en plus, Dumb and Dumber, là. Pour vrai. Vraiment, vraiment. Ouais, je me rappelle d'avoir fait un épisode avec Dom Massy où est-ce qu'on a parlé de la Director's Cut, puis... Bon, je reviendrai pas là-dessus parce que j'en ai parlé, mais j'invite vraiment les auditeurs à mettre la main sur la Director's Cut de Dumb and Dumber. C'est 15 fois plus de tata que ce que vous pouvez imaginer. Quelque chose que tu fais aussi, c'est pas très connu. Il n'y a pas beaucoup de publicité autour de ça dans les cinémas en période où on peut aller au cinéma. Mais il y a certaines salles qui projettent des vieux films. Oui, c'est vrai. Moins cher aussi. Là. Toi, tu as vu Batman comme ça? Oui, j'ai vu Batman 1 et 2 que j'avais jamais vu avant, étrangement. J'ai vu quoi?
J'ai vu plein de films. J'ai vu Breakfast at Tiffany's, que j'avais jamais vu avant. Ouais. Moi, j'aime vraiment ça. C'est quoi? C'est 6$ pour aller voir un vieux film. Puis Ouais. c'est dans des conditions que les films devraient être vus. Oui, c'est Fait ça. Surtout comme Breakfast at Tiffany's, je suis content que tu le nommes parce que le regarder sur un écran aujourd'hui, ça. Tu vois que ça vieillit, mais quand tu le vois sur un écran puis tu as juste ça que tu peux regarder, tu n'as pas d'autres distractions, tu n'as pas ton téléphone, tu n'as rien d'autre, ça prend tellement son sens là, comme film. Oui, il y a monsieur Rudy, d'ailleurs, dans le film, qui a très mal vieilli, Oui. je pense. Mais Oui. oui, mais c'est ça. Puis une fois de plus, c'est comme, il y a plein de vieux films qui viennent d'une autre époque. Je me souviens, c'est quoi le nom du film? C'est Windows, c'est ça, de Alfred Hitchcock, là? C'est pas Windows. Voyons pas Secret Window, Rare Window. Oui, Windows, c'est ça. Ouais. Puis, mettons, ce film-là, il est excellent. J'adore ce film-là. Puis, juste pouvoir le voir en grand écran au Moulin Rouge aussi, ça paraît pas, mais ça fait 20 ans, ce film-là. Fait que, tu sais, comme plein de vieux films, je retournerais volontiers retourner voir La Matrice, mettons, tu sais. Tellement. Fait que, tu sais, je pense que le cinéma rehausse tous les films que tu vas voir en ce qui me concerne, même des mauvais films. Même God of Egypt, qui est de la crise de merde, ben, au pire, tu peux en sortir et en rire après avec tes amis, puis partager l'expérience que tu as vécue. Alors que si je l'ai vu il y a un mois sur Netflix, puis je l'ai vu il y a 3 ans, ben, c'est pas la même discussion qui est aussi vive que d'avoir vu ensemble. Ouais. Puis, parmi ces films-là que tu as vus au cinéma, que tu as eu la chance de voir en version remasterisée ou peu importe, Back to the Future, qui est le premier film duquel on va parler. En fait, tu as triché un peu. Tu m'as mis Back to the Future 1 et 2, oui. de 85-89 de Robert Zemeckis. Juste pour faire un portrait rapide, c'est avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. On parle jamais de Thomas F. Wilson. C'est un des meilleurs bullies du cinéma. Oui, vraiment. Il est tellement... T'as envie de le frapper, mais en même temps, tu comprends pourquoi ce gars-là, il y a quelque chose de cool. L'histoire est assez simple. C'est un gars qui est meilleur ami avec un vieux monsieur qui est un scientifique qui invente une machine à voyager dans le temps. Il retourne en 1955. Puis il faut qu'il... Et en retournant... l'histoire dans... Ouais, c'est ça. Il faut juste qu'il renligne l'histoire sur la bonne track. Exactement. Puis, ça, j'ai mis le 1 et 2 parce que même si 2 et 3 ont été écrits / tournés en même temps, je trouve que 1 et 2 font une meilleure cohésion ensemble. Puis, je trouve aussi que ça pourrait être le même film très long en ce qui me concerne. Ouais. J'aime vraiment... Tu sais, le premier se termine, le deuxième commence ou le premier se termine carrément. Vraiment comme au même moment. Puis pour moi, j'adore ce film-là parce que quand je l'avais vu plus jeune, quand je le revois aujourd'hui, tu sais, moi, je suis un minimaliste, tu es déjà venu ici, tu sais, j'ai pas beaucoup d'objets. Puis là, dans ma pile, j'ai mon dernier coffret que je vais vendre de DVD, puis c'est Back to the Future. Là, genre, là, il est temps que j'arrête de me tenir après cet objet-là parce que je l'aime tellement, Back to the Future. 1 puis 2 particulièrement. Je trouve que les deux, ils vont vraiment voyager dans l'imaginaire. Ils nous présentent une fiction que jamais tu pourrais écrire. Pas écrire, mais vivre dans la vie. Moi, j'aime ça quand le cinéma nous présente des choses qui sont, en guillemets, qui sont surréalistes et irréalistes. Je veux voyager. Je veux pas du monde qui jase. On va parler tantôt derrière dans mon film que j'aime moins. Je veux pas du monde qui jase d'affaires bureaucratiques. Ça m'intéresse pas. J'aime pas ça. Fait que Back to the Future 1 puis 2, je trouve que comment est-ce qu'il y a des masterpieces d'informations dedans qui sont pognées pour expliquer, mais qui sont super simples, sont super visuelles. Un enfant peut comprendre autant qu'un adulte. Puis Back to the Future, pour moi, c'est aussi comme François Pérusse. Quand tu es jeune, tu comprends un niveau, puis quand tu vieillis, tu comprends un autre niveau. Ouais. Fait que ces affaires-là sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes. La musique est excellente. Je sais pas quoi dire d'autre à part que dans ma vie, j'ai un tatouage que je regrette, mais si j'avais un deuxième, ça serait Back to the Future 2. Puis, ça, c'est tellement rare. La force, je trouve, du 2, c'est de nous remontrer le premier film sans refaire le premier film. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de suites de films. C'est juste une redite, tu sais, beaucoup de comédies, là, mais les Austin Powers, les Scary Movies, c'est le même film. Hangover, c'est constamment le même film qu'on te remet avec des gags slightly différents. Puis Back to the Future, c'est juste, oui, vous avez vu le premier film, on vous le remonte, mais juste de l'autre angle que vous n'aviez pas vu. On va juste être, un peu décalé. Puis pour l'époque, c'est révolutionnaire en ce qui me concerne. Oui. C'est révolutionnaire de... Hey, Back to the Future 2, il se passe tellement d'affaires dedans. Là. Il faut qu'il crée un autre univers fictif dans le futur et que ce futur-là est crédible pour l'époque. Ouais. Et aussi, il revisite le premier film en même temps, dans le même film. Le même film. Parce que je crois à quel point que ça n'a pas de sens là, pour l'époque. Ils font une affaire que
20 ans plus tard, les décadences sont pas réussi comme faut. Là, Ouais. En fait, c'est malade. Là. Ouais, mais en fait, il va à 3 périodes. Il va dans le futur, Oui. il va en 1955, puis il va dans le 1985 dystopique où Biff Tannen est rendu Donald Trump. Puis, Oui, t'as raison. C'est même pas un euphémisme. Là, ils sont vraiment basés sur Donald Trump en se disant ça serait quoi un monde où Donald Trump serait président? Ouais. Puis là, à cette heure, on vit dedans. on vit carrément là-dedans. Puis on n'a pas de jazz 3D que le jazz sort de l'écran. Pour mais le requin est toujours aussi raté quand même. Ouais. Mais tu vois, ces deux films-là, ensemble, présentent tellement d'affaires bien construites. Ça n'a pas d'allure, le nombre de choses installées qui payent. Tu sais, ça arrive souvent de voir des films qui installent beaucoup d'affaires. Puis, tu sais, comme calmez-vous les amis à la maison. Mais mettons pour moi, Harry Potter, les films, je trouve que c'est le fun pour des enfants parce qu'ils présentent plein de choses. Après, tu peux jouer à Harry Potter, tu sais, mais il y a beaucoup de choses installées dans les films parce qu'ils ont été créés aussi à l'époque où les livres n'étaient pas terminés. Mais il y a beaucoup d'affaires dans les films qui servent à jouer en tant qu'enfant à être dans cet univers-là. Tu sais. Parce que tout ce qui est Quidditch, tout ce qui est. C'est ça, mais qui ne servent pas nécessairement narrativement ou qui ne servent pas vraiment. Tu sais, c'est comme beaucoup de world building sans vraiment capitaliser dessus. Parce que Back to the Future 1 puis 2, chaque affaire, chaque détail est important et même chaque musique est importante. Toute une incidence parce que vu qu'on joue avec les continuums espace-temps, c'est super important que chaque affaire soit vraiment réfléchie comme il faut. Tu sais, comme Back to the Future 2, lorsque vieux Biff donne l'almanach au jeune Biff dans le char, quel plan incroyable pour l'époque. Pour l'époque, ça n'a pas de sens. Que 2 fois le même acteur se donne un objet, puis que c'est fluide, puis que tu n'as pas de coupe. Puis non, il n'y a pas de mouvement de caméra. Non, je pense que non. Mais c'est quand même, il y a quand même la passation d'un objet d'une main à une autre. Là. Ouais, pour l'époque. Puis, tu sais, ce film-là, à travers son histoire, si on lit dessus, c'est impressionnant. Tu sais, je veux dire, là, j'ai pas de mémoire, mais avant, Michael J. Fox, c'est un autre acteur. Eric Stoltz. Eric Stoltz. C'est ça qui était. Là, il y a même sur YouTube, on peut aller voir des plans qu'il avait essayé de faire avec lui, tout ça. Dans les premiers manuscrits de Back to the Future, script, en fait, il y a, la machine, c'est un frigidaire. Comme, ce film-là, il a été refusé comme 88 fois dans de nombre de par rapport. Puis, ultimement, ça lui a permis d'être le meilleur des films sur la Terre en ce qui me concerne. Fait que je sais pas quoi dire d'autre à part que j'aime ce film-là. Pourquoi je suis pas en train d'écrire en ce moment. Puis, wow, quel bon film, j'adore. Puis pourquoi pas le 3? Le 3, il y a un tweet populaire qui me fait rire. C'est Back to the Future 1, c'est qu'est-ce que tes parents avaient l'air jeunes. Back to the Future 2, c'est ce que tes enfants vont avoir l'air plus tard. Puis 3, Cowboys. je comprends pourquoi ça existe, puis j'apprécie, mais il est vraiment pas dans la même ligue que les deux premiers en ce qui me concerne. Je l'adore, j'aime vraiment ce film-là. Les 3 aussi, les 3 je l'aime, mais il est vraiment pas dans la même ligue. Là. Tu sais, c'est un film qui deal avec des affaires qui se pourraient pas aujourd'hui, là, juste que Marty McFly embrasse sa mère, puis que c'est traité comme quelque chose de bien anodin, puis Al French fait juste comme c'est comme si j'embrassais mon frère. Pense à autre chose, puis Biff arrive, puis l'action recommence. Mais tu sais, c'est un film qui a absolument tout ce qu'il faut pour qu'un film fonctionne. C'est que t'as de l'action, t'as de la comédie, t'as de la romance, t'as de la musique. Il chante Johnny B. Good. T'apprends que c'est un homme blanc qui a inventé Johnny B. Good. Oui, il manquait des choses. Mais en même temps, il y a une affaire importante, c'est l'originalité. Pour moi, je trouve que ce film est original, puis à chaque fois que je le regarde, c'est comme crème, quelle affaire. Tu sais, tout, là, juste l'idée de prendre une DeLorean, ça peut être un podcast de 30 minutes. Là. Il y a en masse de sélections et de choix qui ont été faits dans ce film-là qui nous permettraient d'en parler vraiment longtemps. C'est juste dans les Easter eggs, à quel point c'est impressionnant. Là. Juste le nom des centres d'achat qui changent parce qu'il y a un arbre de renversé. Il y a en masse de détails dedans qui n'ont pas d'allure. Et en plus, en surface, tout marche. Fait que, tu peux lire ce film-là d'une façon genre level 0, que t'es ma mère qui regarde un film et c'est super bon. Puis c'est peut-être toi et moi qui regarde plein de layers différents et qui trouve ça excellent encore. Comment est-ce que le principal, le directeur à l'école, il essaye d'être un maire avant, puis tout ça. Il
plein de détails qui sont vraiment, vraiment nice. Là. Ouais, tout ça. Puis tu sais, c'est le genre de film où, tu sais, puis t'en as parlé, tu sais, sur YouTube, il y a des vidéos de tout ce que vous avez jamais remarqué de Back to the Future en background. Puis aujourd'hui, ça peut paraître un peu anodin d'avoir ce genre de vidéo-là pour un Marvel ou pour un DC qui va sortir ou hey, regardez en background, pendant 8 frames, t'as Howard the Duck. Puis, tu sais, sur Internet, il y a plein de vidéos de voici les 300 000 choses que vous avez ratées dans un de nos films de Marvel, mais pour l'époque, c'est incroyable de sortir du cinéma puis quelqu'un dans ton groupe fasse avez-vous remarqué que le nom du centre d'achat a changé de nom à la fin? Hein? Ben oui, puis il faut que tu retournes, puis je sais pas, je pense pas que ça l'a inventé le Easter egg, mais ça a donné une coche supplémentaire, ça c'est sûr. Ouais, vraiment, tu touches un bon point, dans le sens que dans le temps que ça a été consommé, ce film-là, ouais. Je pense que, si je me souviens bien, avec Trois Bières sur notre Patreon, on a reviewé le 1 puis le 2 avec Fred Saint-Gelais, qui est nos amis, lui, c'est une encyclopédie de Back to the Future. Ouais. Il a failli acheter mon DeLorean carrément, là, comme il était un cinglé, puis finalement, il ne l'a pas fait. Mais, lui, nous drop en masse d'Easter eggs, cette affaire-là, puis comme comment est-ce que tout a été. Puis je pense que c'est le fun d'avoir des films que. À un moment donné, il y a un podcast que j'écoutais à un moment donné qui s'appelle Cinema Swirl, c'est un podcast que c'est un gars qui étudie en cinéma, mais il n'a jamais vu des classiques. Puis, tu sais, puis il y a le profil des étudiants de cinéma chiant, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis, dans Back to the Future, tu sais, il y a des éléments de les voiles de L'Oréal, puis comme, ah ouais, c'est encore des jouets pour les enfants. Mais on dirait que cette série-là est restée pareil, super. Tu sais, même si il y a du Pepsi dedans, c'est super cool parce que chaque fois qu'il reçoit une canne du Pepsi, c'est un format qui est futuristique. Oui. Tout s'intègre bien là-dedans. Genre, je trouve que même si tu veux être cynique envers Back to the Future, ça marche même pas parce qu'il y a un bouclier d'innocence derrière que moi, j'aime vraiment énormément. Tellement. C'est ça, tu sais, tu peux le lire sur plein de layers, comme tu disais, tu peux ultra complexifier la patente, tu sais, puis Doc Brown, il est là pour complexifier le voyage dans le temps, mais ça apparaît tellement simple en même temps, tu sais, toute l'espèce de gibberish voici ce que c'est le voyage dans le temps. Il y a un convecteur temporel, puis on va passer de telle période, puis on va ouvrir une brèche, puis on va faire ci. C'est hyper complexe, mais juste la façon qu'il montre avec ses dessins, tu fais « bah ouais, parfait. » Oui, une fois plus, c'est ça, dans Star Trek, moi, j'étais un ancien Trekkie quand j'étais jeune, j'ai capoté là-dessus. Oui. J'avais des magazines puis des romans de Star Trek. Puis, dans Star Trek, il y a une affaire qui s'appelle du technobabble. C'est là ce que tu es pogné pour faire de l'exposition d'une situation mais technologique, mais tu ne veux pas que ça prenne trop de place puis que ça vienne trop de la merde. Fait que, expliquer que nos fusils à photons sont à 80%, les gens comprennent que c'est pas 100%. T'sais? Ou expliquer que le bouclier, il baisse de 60 à 40, les gens comprennent un peu sans vraiment devoir prendre du temps pour dire alors, un atome, c'est fait de telle affaire. Fait que ça s'appelle, puis tout ça s'appelle du technobabble. Du technobabble, c'est faire du blablabla de voici pourquoi est-ce qu'on peut. Voici pourquoi est-ce que mes souliers ils peuvent flotter par-dessus l'eau. Là. Ouais. Puis, le technobabble de Back to the Future est tellement simple parce qu'il sort un tableau, il fait un graphique. Puis en général, les graphiques, les gens ne trippent pas ces graphiques. Là. Je peux te le dire, en tant qu'ancien mathématicien, personne ne trippe avoir un graphique dans la vie. Puis il sort un graphique, puis c'est super clair. Il montre qu'il y a 2 timelines parce que tu as fait un changement ici. Puis il explique le butterfly effect sans devoir expliquer le butterfly effect. Tout est simple, tout est le fun. Tout est seamless, tout est vraiment, vraiment, vraiment facile à avaler et à digérer, alors que ça aurait pu être une affaire philosophique ou compliquée. Là. Ouais. Ce que j'aime aussi de Back to the Future, c'est qu'on est nous-mêmes dans le futur de 1985 maintenant avec nos iPhones, puis avec toute la technologie on peut juste se parler en ce moment en visioconférence, puis je veux dire, en 85, ça serait, mon Dieu, c'est donc bien incroyable, mais j'aime dans le 2, quand Marty McFly vole l'espèce de trottinette volante, l'espèce de trottinette magnétique. L'overboard, ouais, son overboard. Puis qu'après ça, il veut y redonner. Puis elle dit non, j'ai un Pitbull maintenant qui est une marque supérieure de overboard. Mais elle traite ça comme si c'est bien banal d'avoir cette affaire-là. Ouais. Lui, il est hyper. Ah! Vous pouvez avoir des skates qui volent, puis elle est comme, oh ouais, c'est normal. Puis on vit là-dedans constamment, là, que oui, c'est normal ce qu'on vit. Puis ouais. Puis moi, avance. Tu développes d'iPhone à chaque 2 ans, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est le fun, c'est que dans le futur de Back to the Future, tout
une fois plus, a été installé avant ou fait du sens parce qu'on a les points de repère. Ouais. On comprend que Biff et ses 3 colons, ben, on va les revoir puis ils vont encore avoir la même dynamique. Ils vont regarder avec des lunettes funky. On ne sait pas pourquoi, mais c'est son trade et c'est l'affaire. Ouais. C'est pas comme c'est pas comme Demolition Man avec les 3 coquillages. Toutes les choses ont une raison d'être là. Puis ça, c'est. Ouais. Je comprends l'affaire du coquillage, mais je veux juste dire qu'il n'y a rien qui est comme hors de là parce que c'est pas un film qui présente le futur de. C'est pas une critique sociale, c'est pas Wall-E. C'est juste comme voici ce qui arrive quand ce monde-là va avoir l'air plus tard. Puis voici ce monde-là lorsque Biff t'en donne le contrôle. Puis voici comment est-ce que la réalité d'aujourd'hui dans le passé est affectée par ça. C'est super brillant. Ouais. On va passer à ton deuxième film maintenant qui non, est. Désolé, on parle de Back to the Future pendant un moment on y va. C'est juste ça qu'on fait. Ouais. On pourrait. Le pire, c'est qu'on pourrait. Mais pour une question de temps et pour les auditeurs, Lion King, non pas la version live action, celui de 1994 de Rob Minkoff et Roger Allen. Puis j'ai juste. Tantôt, je faisais ma liste de tes films. J'ai juste fait je vais juste noter les acteurs principaux du film. Puis Lion King, c'est que ça arrête pas d'être des bons acteurs. Tu sais, de James Earl Jones. Matthew Broderick, Whoopi Goldberg, mais tu sais, t'as Cheech Marin de Cheech and Chong, t'as Robin Atkinson qui est Monsieur Bean qui est là, t'as Nathan Lane qui fait Timon, puis Jeremy Irons qui est juste un des meilleurs méchants du cinéma d'animation, qui est Scar, qui met toute la prestance shakespearienne. C'est tellement un bon film, mon Dieu. Ouais, vraiment, je trouve que ce film-là, d'ailleurs, sa trame sonore est incroyable aussi. Je l'écoute vraiment souvent. Je trouve que The Circle of Life, c'est un masterpiece. Ouais. Moi, j'ai vu la version sur Broadway aussi. J'ai vu, lorsqu'ils ont sorti en 3D à un moment donné, il y a comme genre 10 ans au cinéma, je suis allé la voir. Fait que tu sais, je suis un gros fan du Lion King. Pour moi, je trouve que c'est une histoire Hamlet-ish, là, ou Othello, je me souviens plus quel des deux. Ouais, je pense que c'est Hamlet, ouais. C'est ça, mais c'est pas si proche que ça. Il y a des points, mais c'est pas tant l'essence de cette affaire-là. Mais je trouve que ce film-là, il est super intéressant parce que non seulement il y a des tunes pour enfants, puis il y a une fois plus une lecture épaisse de Hakuna Matata, puis c'est tout. Autant qu'il y a une autre lecture de comme prendre ses responsabilités, assumer qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ton rôle dans la vie. Tu sais, choisir ton propre destin ou ton propre futur, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour moi de réfléchir en voyant ce film-là. Puis autant que tu peux avoir Timon et Pumbaa qui font jouer de la perte du côté. Là. Fait que je trouve que ce film-là est, une fois plus, est incroyable par ses choix, par son graphisme. Tu sais, comme I Just Can't Wait to Be King, quand que tout devait éclater avec des couleurs différentes. Une fois, tu sais, la version qu'ils ont faite en CGI, je la trouve pas horrible. Pour moi, c'est pas une horreur. C'est juste pas aussi bon que le premier parce qu'il n'y a rien qui peut être aussi bon que le premier. En fait, je pense qu'il n'y a rien qui peut être aussi bon que le premier. Mais tu sais, c'est surtout que l'imaginaire était vraiment moins là. Tu sais, lorsqu'ils font I Just Can't Wait to Be King, tout est éclaté, c'est le fun, ça devient comme. Le jeu Super Nintendo, d'ailleurs, le remontrait tellement bien. Tandis que lorsque tu le vois dans la version trop en vrai, c'est juste trop en vrai. Puis les mâchoires des personnages ne peuvent pas ouvrir autant qu'ils devraient. Ça devient un petit peu Uncanny Valley. Tandis que je trouvais que la version animée sert. L'animation, ça sert à ça. Ça sert à faire des affaires qui n'ont pas de sens. C'est tellement weird de faire de l'animation lorsque c'est juste pour prendre des acteurs à la place. Mais je trouve que Lion King 94, tout est là. Autant que quand que Simba voit son père dans le ciel, autant que la mort de Mufasa, tout a des choses marquantes dedans que tu peux parler à quelqu'un dans la rue et demander comment est-ce que tu as vécu. Moi, c'est mon 11 septembre quand j'étais enfant, c'est la mort de Mufasa. Rien de moins. Oui, c'est hyper marquant. Pour beaucoup de jeunes, c'est probablement un de nos premiers rapports à juste la mort. Là. Juste comprendre que, il y a des choses qui arrêtent dans la vie. Puis juste cette scène-là de Simba qui voit la carcasse de son père, qui commence à dire « réveille-toi ». Puis on l'a vu faire plutôt la même routine de « réveille-toi, mordre l'oreille ». Aller se coucher en dessous de sa patte. Tout ça. Puis il refait la même affaire, mais avec la musique de... Tu sais, c'est Hans Zimmer qui a fait la musique. Avec l'espèce de cœur qui part en arrière, Scar qui arrive au loin, qui sort de la brume, puis qui est juste... Simba, qu'est-ce que tu as fait? Mon Dieu, le manipulateur! C'est fou parce que, une fois plus, je trouve que les hyènes, même s'ils sont genre épais, ils ont l'air menaçants. Autant, c'est rare les henchmen qui sont puissants et qui font peur. Fait que, tu sais, en plus, tout a été bien écrit dans Lion King en ce qui me concerne. J'ai vraiment
très peu de critiques à donner à ce film-là pour son époque. Je trouve que c'était le premier film dans lequel j'ai pleuré, fun fact. Puis... À la mort de Mufasa ou... Non, en fait, c'est à ce moment-là, je m'étais retenu parce que mon petit frère, lui, avait pleuré. Fait que j'avais ri de lui, fait que je ne pouvais pas pleurer. Mais c'est quand que Mufasa revient dans le ciel, là, je me suis levé debout, puis je suis comme... Il faut pas mon frère me voit, là, parce que là ça sort, c'est malgré moi, cette affaire-là. Puis je peux pas lui donner cette arme-là de sensibilité, là, parce que je suis un jeune garçon, puis on fait pas ça nous autres. Parce qu'on est en 94. En 94, ouais. Justement, peux-tu me parler de la première fois que tu l'as vu, outre ces larmes-là Oui, mais c'est ça. La première fois que je l'ai vu, je trouvais que c'était juste en guillemets, un très bon film de Disney. Dans le sens que quand tu es jeune, tu n'as peut-être pas la lecture approfondie de films. Comme, moi, dans ce temps-là, j'avais vu le film Ghost, puis pour moi, c'était un film d'horreur. Parce que quand les petits démons noirs viennent chercher les gens qui sont morts, ça me faisait peur. Puis il y a des morts vraiment violentes et graphiques dedans. Fait que pour moi, Ghost, c'est un film d'horreur. Fait que, puis le vieux monsieur épeurant dans le métro, ben, il me faisait peur. Fait que, tandis que, mettons, dans Lion King, à l'époque, pour moi, c'était un très bon film de Disney avec des super bonnes tunes. Il se démarquait des autres parce qu'il était plus enjoué puis le fun, puis aussi c'était pas une princesse. Fait que, mettons, moi j'avais comme Lion King, c'est le best, Aladdin 2. Puis Aladdin 2? Ça. Aladdin en deuxième, mettons, dans le temps de Disney. Ok, pas Aladdin 2. Non. Ok, le retour de Jafar, là. Non. Mais fait que pour moi, dans le temps, c'est un très très bon film pour enfants, puis j'aimais beaucoup l'écouter et abuser la cassette. Super, hey, c'est ultra complet pour ce film-là aussi. Ton troisième choix, je te cacherai pas, qui, moi, est pas un film... C'est probablement un film, peut-être pas dans mes détestés, mais pas loin. Mais c'est La La Land de Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling. Tantôt, on parlait de Marty McFly qui invente le rock. Je trouve personnellement que dans ce film-là, c'est un homme blanc qui enseigne à des noirs le jazz. Il y a des moments qui frôlent ça. Bon, trêve de mauvaise foi de ma part. Qu'est-ce que t'aimes de La La Land? C'est drôle parce que tes trois films sont très musicaux, laissent une grande place à la musique, là, mais pourquoi La La Land? Dans mon cas, moi, il y a des mauvais films que j'aime écouter parce que j'aime la trame sonore, tu sais. Je vais réécouter The Greatest Showman, même si c'est de la merde, mais les tunes sont bonnes, sont puissantes, puis ils sont meilleurs que le reste, tu sais. La La Land, j'aime tout, une fois plus. J'aime l'ouverture. Another Day of Sun est incroyable. Je trouve que la chorégraphie n'a pas de sens. Je trouve que le timing de tout n'a pas d'allure. Je trouve ça vraiment, vraiment nice. J'adore la thématique, le sujet aussi du film. Je trouve que moi, avant chaque tueur, j'aimais pas ma job. J'ai vu ce film-là. Je rentrais à l'école de l'humour pas longtemps après. Mais ça m'a comme travaillé là-dedans. Ça a changé ma vie à certains égards. C'est pas juste ce film-là qui a fait ça, mais il en fait partie. Ça va dans l'équation, ça va dans la balance. C'est mettons 5% qui va dans la balance. Tu sais. J'aime les chansons, j'aime les thématiques, j'aime l'idée que quelqu'un. Tu sais, ultimement, c'est pas un Star is Born parce qu'il y a une fille dans un bar puis qu'après elle n'a plus d'embûche jamais puis tout est beau. Là. C'est vraiment comme juste un dude qui devient claviériste un moment donné puis après il fait son propre affaire puis c'est ça qu'il voulait faire anyway. Puis ça, je trouve ça cool. Je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est le fun. Dans le temps, c'est drôle parce que dans le temps, je suis en couple dans le temps avec mon ex, on est allé voir ce film-là ensemble. Puis une affaire que je trouvais le fun du film et intéressante, c'était que le couple finit pas ensemble. Dans tous les films en général, le couple finit pas ensemble. Dans ce film-là, le couple finit ensemble. Là, ils finissent pas ensemble, puis c'est correct. C'est super nice. Les gens, ils ont voyagé ensemble pendant un bout de temps. Les deux ont porté ce qu'il fallait à l'autre, puis à un moment donné, ils sont chicanés, puis il y a eu des choses irréparables. Mais ça montre vraiment comment est-ce que deux personnes peuvent s'aider l'un l'autre à atteindre leurs objectifs, puis ça, je trouve ça nice. Oui. Puis tu le disais aussi, tu sais, c'est des personnages qui décident de faire un saut dans le vide pour atteindre le but qu'ils se sont fixés. Tu as toi-même fait ce saut-là. À quel moment dans ta vie tu t'es dit je fais le saut, je quitte une job qui me paye bien, ou est-ce que je dois être habillé en saut, ou est-ce que je dois vivre avec certains standards, puis je m'en vais vers, entre guillemets, les arts? Ouais, j'ai pas eu de fuck that moment clair, en fait. C'est juste que je dirais que lorsque tu as un job que tu n'aimes pas, c'est pas grave pendant longtemps, puis au moment ça devient grave d'une shot. Puis quand je dis d'une shot, je veux dire comme sur une période de 2-3 mois, mettons, peut-être même 1 an. Fait que
Moi, ce qui est arrivé, c'est que je buvais en 2014, 2015, 2016 là, une quantité incroyable d'alcool. Genre une quantité là, comme dégueu. Dans mon ancien job, j'ai déjà vomi le midi aux toilettes, là, genre plus qu'une fois, puis dans la même semaine. Là, tu sais. Fait à un moment donné, j'ai comme pris un peu d'alcool. Puis dans ce bris d'alcool-là, parce que j'ai curé de ma vie, je fais comme, OK, là, il y a qu'est-ce qui compte dans ma vie, puis qu'est-ce que je veux régler. Fait que, tu sais, mettons, il y a plein... Quand tu vis dans une mauvaise passe, il y a plein de mauvaises habitudes qui rentrent aussi. Parce que c'est rendu tes bouées de sauvetage. Fait que, mettons, l'amertume, c'est une affaire que les gens malheureux aiment. Haïr les autres, c'est une affaire que les gens malheureux aiment faire parce que ça les rend un petit peu bien, mais c'est s'abreuver de la force obscure. Fait que dans ma sobriété que je m'étais donnée, c'était aussi juste de régler des mauvais plis, mais aussi de changer ma vie pour que j'aille mieux. Fait que j'ai changé ma job, changé où j'habitais dans un triplex que j'haïssais. Je l'ai vendu. Fait que maintenant, je suis vraiment plus recentré sur ce que je veux faire. Puis, c'est ce qui est intéressant, ce qui est fun de La La Land, en fait, ce qui est le fun de La La Land, c'est lorsque Sebastian s'est fait proposer son rôle de claviériste pour John Legend. Puis, ultimement, dans leur puis c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Ouais. C'est juste un moyen de faire quelque part, mais ce moyen-là est trop gros. Fait que je trouve ça tellement intéressant de voir ça comme, tu sais, toute notre vie, une question de choix, puis nos carrières sont une question de choix. Puis on peut en faire des mauvais puis des bons. Puis des fois, les bons sont des mauvais, puis les mauvais sont des bons. Puis des fois, les mauvais sont des mauvais, puis les bons sont des bons. Fait que je trouve que La La Land, ce qui est fun là-dedans, c'est que t'as la chanson Somewhere in the Crowd, que quelqu'un va me voir à un moment donné. Parce que c'est ça aussi qui est vrai. Fait que là-dedans, ce film-là, il y a de l'espoir, puis en même temps, il y a du réalisme. Puis mais le réalisme qui est comme une affaire le fun à s'attacher, à réfléchir. Tu sais, que ton boss veuille que tu fasses des tonnes de piano de Noël parce que c'est Noël puis il te paye. S'il fait des tonnes de Noël puis il te paye. Je sais, moi, j'ai eu des contrats dans ma vie que j'ai pas mis sur mon CV parce que ça serait gênant d'en parler, mais je l'ai bien fait, puis ils m'ont payé, puis ils vont me repayer encore après pour me réengager. Oui, c'est ça. Mais ça fait chier, c'est la job. Ultimement, on s'en sauve jamais. C'est fou, hein, tu sais, dans ton cas, mettons, puis dans le mien aussi, tu sais, d'abandonner des jobs qui payent bien, des sécurités, de t'hypothéquer pendant plusieurs années. Tu sais, dans notre cas, c'est l'École nationale de l'humour, puis on a mis chacun 10 000 pour étudier là-bas, mais c'est un an où tu ne peux pas travailler. Fait que c'est un 10-12 000 de plus. Puis tu arrives dans le marché du travail, puis tu fais « Hey, je suis là où j'ai toujours voulu être, mais il y a encore des choses qui m'énervent. » Ouais. Il y a encore des choses qui vont me faire chier avec ça. Lorsque Sébastien ouvre Seb, son bar, on ne le voit pas en train de gérer du staff, on ne le voit pas en train de se faire chier, c'est sûr, tu sais. Mais c'est clair qu'il y a des aspects de sa job qu'il n'aime pas. C'est clair que tout le monde doit faire leur job qu'il n'aime pas. Puis, tu sais, il faut juste voir le positif là, de la vie. Tu sais, comme, mettons, moi, ensemble avec la PCU, je fais plus d'argent qu'en général. Tu sais, genre, je fais partie des gens que la PCU donne plus de cash que leur argent en général. Mais c'est quoi? Au moins, j'ai ça. Puis, en même temps, je peux avancer des choses, puis des projets que j'essaie, puis essayer d'être heureux du mieux que je peux. Puis, je trouve que c'est ça que La La Land présente. Puis aussi, j'aime vraiment aussi à la fin son recap, sa chanson qui vient vraiment revisiter le film, qui montre que tout le monde a appris, puis quand on est passé à d'autres choses. J'aime vraiment, vraiment ça. Ouais. Si tu avais une scène de ce film-là qui te revient en tête, ce serait laquelle? Je pense que une des plus puissantes, c'est Audition, la chanson, et puis l'audition de Emma Stone. Je trouve ça super intéressant parce que en arrière, derrière ce rideau-là, il y avait le pianiste était là, puis c'est lui qui suivait, en fond, Emma Stone, alors qu'elle chantait. Donc, c'est une performance que les deux dansent en même temps alors qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que c'est super bon. C'est parce que c'est pas elle qui le suit, mais c'est lui qui la suit. Il y a un podcast qui s'appelle Song Exploder. Exploder, ils vont dans une chanson puis ils la déconstruisent pendant 20 minutes. Là. Chaque affaire est pensée. Puis, sur La La Land, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le compositeur de ça puis ils ont expliqué pourquoi ça fait ça, tout ça. Et aussi, il y avait aussi le lyriciste. Puis le lyriciste explique c'est quoi la différence entre écrire pour une comédie musicale ou écrire pour une chanson pop. Ça se passe beaucoup dans les verbes d'action, tout ça. Puis dans les verbes d'action qu'il y a dans cette chanson-là, il y en a des laits. Genre, c'est sneezing, des choses de même. Ouais. Puis c'est vraiment des choix qui sont super logiques parce que c'est voulu, puis c'est pas une belle histoire au début. Puis ultimement, ça parle de sa mère qui est à Paris, qui s'est suicidée à
tous les artistes, pourquoi est-ce qu'on fait ça, puis à quel point c'est important qu'on tienne notre passion, qu'on alimente. C'est une super bonne tune, j'adore ça. Excellent. Là-dessus, on va faire une courte pause, puis on va revenir avec ton film détesté et ton plaisir coupable qui pourrait très bien aussi rentrer dans une liste des coups de cœur. Ouais. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupables pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. On est de retour à On jase de film avec mon invité Pierre-Luc Racine, avec qui, en première partie, on a jasé de Back to the Future 1 et 2, The Lion King et La La Land. Et maintenant, un film qui n'a pas marché du tout avec toi, c'est Marriage Story de 2019 de Noah Baumbach avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Je pense qu'on va quand même lancer des fleurs à Laura Dern plus tard en discutant. Là. Vraiment, vraiment gros highlight pour elle. Ouais. Et Alan Alda aussi est là-dedans, Ray Liotta. L'histoire est vraiment simple, c'est juste une espèce de couple très bourgeois du milieu artistique new-yorkais qui se divorce. Ouais, puis ils se battent pour la garde de leur fils, en fond. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes pas de Marriage Story? Pas mal tout, je dirais. Genre, tout. Pour le vrai, je trouve ça vraiment plate. Je me souviens comme tout le monde m'avait dit que c'était la fucking folie. Je me souviens, j'ai vu ton post sur Facebook comme quoi que c'était ton film de l'année ou même genre de ta vie. Là. Puis, j'étais comme. Avec réserve, mais. Peut-être que j'ai été over-hypé aussi, mais c'est juste pas un film pour moi. Je veux dire, pour ce qui me concerne, c'est un film bureaucratique de monde qui voit des avocats et qui chienne par cas d'un enfant. Je trouve ça super plate. Je trouve que c'est du monde bébé, riche, qui broille. Ça m'intéresse pas. Je trouve qu'il se passe pas assez d'affaires à mon goût dedans. Oui, il y a des twists comme « OK, si elle sort ses gros guns, mais moi aussi. » Mais je suis comme « OK, mais c'est tellement fucking banal. C'est que je m'en calisse. » Je trouve que le gars, il est épais. Si tu veux ton enfant, faut que tu déménages, man. C'est ça l'affaire. Là, t'as juste le choix entre déménager ou t'aimes-tu ta job ou t'aimes mieux ton enfant entre les deux. Bam! La réponse est réglée. Le film est fucking terminé après 4 secondes. C'est pas pensé que ça s'éternise de même. Surtout que le gars il est censé être connu là, puis être une célébrité de Broadway de New York. Fait il va aller à LA, ça devrait marcher. C'est pas une affaire de. Clairement. C'est ça, c'est pas une affaire de comme. Non. Fait que ça n'a pas de sens, c'est fucking cave. Je trouve que la fameuse scène de chicane, vous n'avez jamais. Celle de La La Land est vraiment meilleure en ce qui me concerne. Quand il chicane autour du souper, puis que je pense que c'est la dingue qui brûle. C'est vraiment, vraiment fort. Versus là, quand il punch dans le mât, c'est le punch le plus faible de la Terre. c'est vraiment, j'ai vraiment rien aimé quasiment de ce film-là, à part Laura Dern. Puis c'est long et c'est plate. Là. Ouais. Oui, quoi rajouter là-dessus, à part ça que Laura Dern est magnifique. Je pourrais pas t'expliquer ce qui, moi, est venu me chercher avec ce film-là. Je pense que, encore là, c'est une affaire de performance. J'étais peut-être dans le bon mood à ce moment-là pour le revoir parce que toutes les critiques qui sont faites que toi t'apportes et que d'autres amis ont pu faire de ce film-là, je les comprends et je les partage toutes. Puis en même temps, si tu me le mets, je vais juste être en émoi devant tout ce qui se passe dans ce film-là en faisant « Oh oui, c'est tellement fantastique, leur divorce, comment ça se passe, puis comment son bébé, mais ils essayent d'être des adultes au travers de ça, puis il y a des plans qui sont tellement venus me chercher, puis ultimement, c'est un film qui feel comme une pièce de théâtre aussi. » Ouais, ben ça, c'est très théâtreux, en guillemets. Ouais. Mais puis aussi, je pense qu'il y a une autre couche de lecture par rapport au réel qui a vécu ça aussi. Ouais. Mais ça, je ne le sais pas. Puis s'il faut savoir ça pour apprécier un film, c'est weird, ce qui me concerne. Puis je connais pas ce gars-là, fait que j'ai juste vu le film comme une entité à seule. Fait que je trouvais ça... Puis une fois plus, je le dis, c'est juste pas pour moi. Genre, je regarde pas des films de même, ça m'intéresse pas. Je veux des shit qui sont vraiment fucked up.
ou des choses imaginaires. Oui. Pas une affaire bureaucratique de monde qui jase puis qui vont voir des avocats. Là. Puis bon, c'est pas un secret, tu l'as dit, tu sais, toi-même, t'as traversé un divorce, puis j'imagine que ça avait jamais de l'air de peu importe ce qui se passe dans ce film-là à Ben, aucun une fois moment. plus, moi dans la vie, j'ai pas d'enfant, mais j'en veux pas. Ouais. Puis en fait, j'ai pas encore divorcé parce qu'on est encore ensemble, Oui, en fait. J'ai d'accord. ma chambre ici, puis elle est de l'autre côté, fait qu'on n'a pas le droit de se divorcer, mais on n'est plus ensemble. Puis, une fois plus, moi j'ai pas d'enfant, puis c'est ça l'affaire que j'ai fait en fermant ce film-là, c'est pas d'enfant, même. Juste pas d'enfant. Fucking la merde d'avoir un enfant. Encore plus une couche de la merde dans cette histoire-là. Mais, non, moi, ça s'est pas passé de même, ça s'est pas passé de même, mais eux autres, oui, parce qu'il y a eu des choses plus graves qui sont passées aussi dans leur relation. Parce que nous, c'est juste comme ça marche plus, ça marche plus. Là. C'est pas une affaire de comme l'autre qui couche avec son costumière ou je sais pas trop. Ouais. Fait que ça, je peux comprendre, mais c'est une fois plus, tu sais, c'est quoi, tu sais, genre, ça t'est souvent dit, mais le titre par rapport, une fois plus. Là. Je trouve qu'il n'y a rien qui est. Puis je trouve que toutes les affaires qui sont dans ce film-là qui ont de l'allure ont été mieux faites avant ou ailleurs. Je veux dire, comme tu sais, mettons, à la fin, là, il y a on apprend que ce que les deux se disent au début. Oui. L'enfant qui lit leur truc de thérapie ou je sais pas trop. Mais je trouve que toi, tu disais foreshadowing d'un enfant qui tombe sur quelque chose d'autre. Le film québécois, l'audition l'a mieux fait. Je veux dire, chaque affaire que ce film-là fait bien, quelque part, quelqu'un d'autre l'a fait mieux ailleurs. Anyway. Fait que rendu là, qu'est-ce qui reste pour moi comme originalité à travers ça? Pas grand-chose. Ouais. Mais une fois de plus, c'est juste pas pour moi. Par contre, puis on l'a dit, mais Laura Dern qui est formidable, puis personnellement, oui, j'aimerais quasiment mieux voir un film sur ce personnage-là ou une série télé. Ouais, vraiment. Laura Dern, avocate, femme en tailleur avec ses talons hauts. Chaque épisode, c'est un peu un genre de Ally McBeal, de conseillère en divorce, de elle à chaque épisode qui essaie de se démener en faisant comme bon, telle cause, comment est-ce que je peux la régler? Les deux artistes qui se divorcent, les deux comédiens, les ci, les ça, puis c'est toujours des vedettes. Ça serait. Puis à quel point que c'est bizarre que l'avocate. L'histoire qui parle d'un couple, l'avocate de divorce vole la vedette. À quel point que c'est fucking. Pour moi, ça me rend malaisant quasiment. Mais ça, c'est. Comment est-ce que tu t'es rendu que ton avocate vole la vedette qu'on voit dans beaucoup moins de scènes et beaucoup moins de temps d'écran que les autres? Là? Ouais. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Scarlett Johansson. C'est son frère, un de ses premiers rôles où elle fait une maman dans la trentaine. Là, puis elle n'a pas de l'air d'être dans Avengers ou d'être l'espèce de pin-up dans tout ce qu'on l'a mis. Là, elle a de l'air d'une maman. Là, elle a de l'air vraiment de cette madame. Tu sais, un peu soccer mom là, avec sa coupe de cheveux de Karen. Ouais, vraiment, vraiment. Je sais pas comment le décrire autrement. Adam Driver, par contre, il a juste l'air du gars de 30 ans qui essaie d'être trop cool puis qui ultimement l'est pas. Là. Ouais, moi, c'est bizarre. Il y a quoi dans ce couple-là? C'est clair qu'on voit leur divorce, mais je trouve que les deux à l'écran, c'est comme un match weird dans ce qui me concerne aussi. Je trouve que c'est vraiment comme bizarre. J'ai la misère à croire qu'ils ont. Là, ils chicanent pour un enfant, mais on pourrait quasiment être un frère et une sœur qui chicanent pour la maison. Là. Ouais. Parce que c'est ça, je trouve qu'il y a quoi de weird. On dirait que. Bref. Mais ça, c'est du casting, c'est juste moi qui haïs ce film-là, peut-être. Là, Par contre, si je me trompe pas, dans Marriage Story, il y a une scène où le petit garçon joue au Lego. Puis cette scène-là est nice. Oui, je pense que c'est un des highlights du film. C'est un des highlights du film. Et c'est peut-être un de tes plaisirs coupables dans le film, parce que ton plaisir coupable, c'est le Lego Movie de 2014. C'est ça va avoir l'air weird pour le monde qui font à la maison, qui sont comme, ben oui, c'est un Christ de bon film, comment ça que c'est coupable comme plaisir? Mais c'est parce que ça m'est arrivé à plus d'une reprise d'en parler à du monde, puis qu'ils fassent vraiment. Puis autant que les toi et moi, on sait que c'est un bon film, puis qu'on devrait passer nos vies à regarder ce film-là, puis apprendre de ça. Il y a beaucoup de monde qui font des faces de dégoût parce que ça tombe dans la batch de Emoji Movie, puis Angry Birds Movie, puis toute cette espèce de vague-là de jouets pour enfants movie, puis Barbie, qui a eu en masse de films aussi. Fait que, non, Lego Movie, c'est un fucking chef-d'œuvre. Genre, fait que pour ça, des fois, c'est gênant de le dire. Tu sais, dans du monde, si je suis devant mes anciens amis actuaires, puis je leur dis que j'ai aimé Lego Movie, ils vont me dire, ah ouais, c'est bon pour mon fils, ça. Ils vont pas être comme, OK, c'est bon pour moi. Non, c'est bon pour tout le monde, gang. Mais Lego, c'est bon pour tout le monde. Ouais. C'est tellement bon au point où tu regardes ce film-là, les tunes te restent dans la tête, les plans te restent dans la tête, les situations te restent dans la tête, les personnages, ils vont t'habiter encore longtemps. Tu sais,
pour faire un résumé bien simple, là, c'est Toy Story rencontre la Matrice, réalisé par Mel Brooks. Ouais. C'est exactement ce film-là. C'est drôle comme un Mel Brooks, c'est réfléchi comme un... Peut-être pas autant, mais c'est réfléchi comme un Matrix. Puis, je veux dire, qu'est-ce que t'as à perdre de voir des Legos qui voyagent de monde parallèle en monde parallèle, qui sont tous des univers Lego pour, pour, pour une raison un peu niaiseuse au final, mais... Les thématiques sont fortes, les thématiques de changer, dans le fond, comme ça parle de changement, ça parle aussi de nostalgie. Puis je trouve que c'est tombé dans une époque où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de projets qui sont basés sur la nostalgie. Il y a en masse de remakes de films qui font juste comme « Hey, vous souvenez-vous, c'est quoi Robocop? Voici un moins bon Robocop. Ouais. Hey, vous souvenez-vous, c'est quoi Jurassic Park? Voici un moins bon Jurassic Park. Ouais. Total Recall, tous ces films-là. Total Recall, tout ça, ouais, c'est ça, fait que, genre... Je trouve que ce film-là, il parle d'un sujet qui est actuel pour nous, les adultes, puis aussi, tout en étant conscient que c'est un film sur les Legos, qu'on est tous là pour, notamment des Legos qu'on veut voir dans l'arrière de l'astronaute, mettons, qui est vraiment comme là par aspect vintage. Je trouve que ce film-là, il est pas loin d'être flawless en ce qui me concerne. Ouais. C'est pour ça que ça me choque quasiment quand du monde me dise que ben là, c'est bon pour moi. Non, c'est fucking, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, ah, mon Dieu. Ouais, c'est super bon, genre. C'est vrai, tu sais, c'est carrément un film que tu peux faire pause à n'importe quel moment. N'importe quel moment, et l'image est belle. Oui. C'est un exploit, là. Vraiment, vraiment. Puis aussi, au niveau des chansons aussi, dont on a parlé, mais j'aime vraiment quand il y a des bonnes chansons dans un film. Puis Lego Movie 1, ça en fait partie. C'est vraiment bon. Je trouve que, mon Dieu, je trouve que ce film-là, il est émouvant, il est touchant, il y a une bonne réflexion derrière, il est intelligent, il est épais aussi. Épais de la bonne manière. Ouais. Genre, du bon tata, parce qu'on a Will Arnett dedans. Fait que Will Arnett, il fait en bien Batman. le tata. Batman tata, ça marche super bien pour moi. Je trouve que c'est vraiment une belle surprise. Moi, j'allais voir ce film-là vraiment comme... Ah, c'est mardi, là. Je m'allais au cinéma, puis c'est quasiment... quasiment level, regarder les posters sur le mur, là, comme en 98. Là. Oui. Finalement, j'ai été renversé du début à la fin, vraiment, vraiment. Je trouve que les thématiques sont fortes, les images sont malades, là. C'est ça, puis j'ai pas envie de le spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, mais le punch, même s'il est... Tu fais comme « Ah ben oui, c'est normal que ça finisse de même ». Quand tu comprends ce qui se passe dans le film, tu fais « Oh my God, ils vont jusque-là ». Tu sais, je trouve que c'est un film, les 10 premières minutes, tu fais « Ah, cool, wow, ils l'ont fait ». 30 minutes dans le film, tu fais « Mais c'est donc bien génial ». Rendu à 1 heure, t'es couché dans ton siège en faisant « Voyons donc, ils sont rendus là », puis les dernières 10 minutes, t'es là, puis OK, ma tête explose en ce moment tellement ça n'a plus de sens que ce soit rendu là dans l'histoire. Ouais, c'est un build-up incroyable où, une fois de plus, chaque détail a été réfléchi de façon vraiment, vraiment intelligente. Tu sais, ça n'a pas été juste comme, bon, là, faudrait la nostalgie, fait que faites des références à la pop culture, puis faites des phrases comme « It's on like Donkey Kong », puis mettez le monde heureux à la maison. Ouais. C'est pas Pixel, Adam Sandler, là. Genre, c'est pas... c'est vraiment, vraiment bon. C'est super réfléchi. Je trouve que toutes les thématiques abordées sont matures. Ça permet vraiment à créer, à partir de là, au lieu de partir par en dessous, puis faire quelle affaire qu'on pourrait attacher à ça pour pouvoir faire semblant que c'est intelligent. Là. Puis même, je vais faire un détour par Lego Batman puis Lego Movie 2. Oui. Qui sont vraiment bons, eux aussi. Je trouve que Lego Batman, c'est vraiment une réflexion intéressante sur ce que c'est Batman après The Dark Knight. Puis qu'est-ce que ça représente comme héros, qu'est-ce que c'est censé être. Puis un peu un avertissement de aller pas dans une certaine direction, puis tu vois que Warner, ils n'ont pas écouté, puis DC, ils n'ont pas écouté. Ouais. Parce qu'ils vont vraiment dans la direction qui est mise en garde dans le film de faut pas que Batman soit un gros douche qui veut pas faire le deuil de ses parents. Dans ce film-là, c'est juste... Il y a tellement une belle réflexion sur ce que c'est être une famille dans Lego Batman. Puis dans ton rapport que tu entretiens avec pas juste les gens que t'aimes pas, mais avec les gens que t'aimes, puis comment t'es prends pour acquis. Tu sais, Batman, dans ce film-là, il adopte ironiquement un enfant, ce qui est la pire adoption au monde. Ouais, c'est vraiment comme un tas de marde, là. Ouais. Il fait juste dire à Robin... Ouais. Robin, il est comme « Ah, ben tu m'as adopté hier, mais je pensais que j'étais ironique en t'adoptant. » C'est plus méchant que dans Annie ou n'importe quelle histoire d'adoption, vraiment.
Vraiment, Oui. vraiment terrible. Ouais, parce que c'est même pas pour son bien personnel, c'est juste, ouais, ben, t'étais là, puis t'avais le goût de te faire adopter, fait que je l'ai fait. Ouais. Puis en plus, ben, Go Batman, une affaire qui est dessus intéressante, c'est que en général, les Batman, une affaire que j'aime beaucoup de Batman, moi, c'est ses méchants. Ces Hmm. méchants sont impressionnants. Ouais. Puis Lego Movie, c'est un film à propos de Batman et comme tu as dit, la Bat Family. Puis Ouais. ça, c'est pas un tour de force, mais c'est super intéressant à mettre de l'avant. Ouais. Ouais, puis à la limite, le méchant de Lego Batman, c'est Batman lui-même. Ouais. Parce qu'il est son propre obstacle, puis il faut qu'il réfléchisse à pourquoi je suis un obstacle à tout ce que j'entreprends dans ma vie. Comment ça se fait que j'arrive pas à battre le Joker? Comment ça se fait que j'arrive pas à battre? Puis il te montre tous les méchants en passant par Egghead puis Condiment Man. Là. Ouais, puis c'est l'homme ketchup, là. Le gars qui pitch, qui sont tous des vrais méchants de l'univers de Batman. Ouais. Puis la force du 2 aussi, c'est de pas raconter la même histoire. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique, post-premier film. Où, ben, c'est la prémisse du film, mais où les Lego Duplo ont détruit le monde Lego. Ouais. En fait, puis enfin plus, que j'aime beaucoup vraiment ce premier, c'est que la thématique reste la même. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le 1, l'histoire, ça parle du changement, puis le 2 aussi. Puis ça, c'est le fun parce que ça permet vraiment de creuser leur sujet puis d'amener d'autres angles puis d'autres idées au moulin. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Oui, puis la musique du 2, on s'en était parlé une fois, mais quand c'est quoi donc le nom de l'espèce de pieuvre qui peut prendre toutes les formes qu'elle veut, là? Ouais, Je genre me rappelle plus son Is nom. Moving ou enfin même, là. Ouais, c'est ça, mais elle chante une espèce de tune qui est vraiment une chanson purement de méchant. Qui aurait pu être la toune de la petite sirène, qui aurait pu être la toune de Scar. Oui, vraiment, vraiment. Une fois plus, je trouve que ça sonne un peu comme Poor Desperate Souls de la petite sirène, chantée par Ursula, mais c'est la meilleure version de ça parce que ça fait plus longtemps. Puis aussi, il y a des bonnes twists dedans, c'est fun. Ils prennent les. Tu sais, un Lego Movie aurait pu prendre les gens dans la salle pour des imbéciles. Il aurait pu. Puis c'est quoi? Il aurait peut-être dû, genre, dans le sens que c'est peut-être que les Emoji Movie, peut-être que Angry Birds Movie, ils comprennent à qui s'adresse, tu sais. Mais Lego Movie, il a fait l'effort de faire un bon film, puis déjà, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que je suis vraiment excité à savoir. Ah mon Dieu, je sais pas quoi faire la discussion, j'ai épuisé. Super, écoute. On va mettre un terme à ça, puis on va aller jouer avec des Legos. Yes! Parce que oui, c'est le fun d'être quelqu'un dans la trentaine et jouer avec des Legos. Tout le temps le fun, les Legos. C'est toujours le fun d'assembler des blocs. Mais tu vois, une fois plus, le film-là, même s'il assemble des Legos dedans, même si c'est une grosse pub et qu'il y a des produits dérivés, j'ai moins l'impression que c'est, mettons, un Cars de Disney ou un Cars, mettons, c'était montré, c'est plus payant en produits dérivés qu'en film. Comme ça devient une très grosse bande-annonce. Mais bref, parce que Lego Movie, il y avait déjà des jeux vidéo de Lego, puis ils sont super le fun, c'est pour la famille, c'est bien le fun. Ah oui, tout à fait. Fait que, tu sais, les Lego Movie, tout ce qui vient de ça, c'est le fun parce que ça a été réfléchi avant. Tu sais, c'est pas juste comme, hey, j'ai mon ma brique de tel jeu ou je sais pas trop. Dans Lego Movie, je trouve qu'ils ont pris ce jouet-là, puis ils sont allés à pourquoi est-ce qu'on aime ça, pourquoi est-ce qu'on aime monter un château de pirate ou est-ce que la grille c'est un crâne, puis pourquoi on veut plus le défaire après. Tu sais, c'est vraiment venu d'une philosophie de comment est-ce qu'on joue les Lego, puis après ils ont construit un film. Ça, c'est fucking brillant. Ouais, ben c'est Phil Lord et Chris Miller qui ont fait le film, qui ont aussi fait 21 Jump Street, qui ont eu cette réflexion-là sur ce que c'est un reboot, ce que c'est un remake de film, ce que c'est une adaptation d'un vieux truc des années 80, puis qui est une réflexion, comme tu disais tantôt, sur la nostalgie pour la nostalgie, puis de le déconstruire, mais avec Lego Movie, ils sont vraiment retournés à OK, c'est quoi l'essence même de jouer au Lego? Qu'est-ce que ça représente quand tu es un enfant de jouer avec ces blocs-là? Puis de faire vivre cet univers-là que tu as créé. Retournons à l'essentiel de ça, d'avoir 8 ans et demi, puis de faire des Legos. Puis on va créer une histoire à partir de cette idée-là. Tu sais, à la limite, tu t'oublies jamais que le film est en Lego parce que tout est en Lego dans le film, mais c'est quasiment même peu important à un moment donné, puis ça redevient important parce qu'il faut qu'ils fabriquent des choses, mais c'est pas parce que c'est en Lego que c'est bon que c'est pas bon.
Mais en fait, c'est qu'ils ont pris, c'est ça, ils ont vraiment pris le Lego comme un device scénaristique, puis ils ont pris la bonne manière. Vraiment, vraiment, tu sais. Je suis sûr qu'il y a des drafts de ce film-là, puis des brainstorms de ces idées-là qui sont des bonnes idées, mais que c'est clair, ça aurait été des mauvais films. Puis en fait, une fois plus, vraiment le bon choix, c'est impressionnant. J'en reviens pas. Genre, je suis sidéré par ce film-là, c'est tellement bon. Là. Super. Écoute, Pierre-Luc, là-dessus, on va devoir se laisser, mais si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils te retrouvent? Oui, écoute, mon nom, c'est Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Facebook aussi. Fait que tu peux aller marquer à Facebook Pierre-Luc Racine. Tu fais un like là-dessus, puis comme, oh shit, quoi, t'as une joke par jour? Ben oui, t'as une joke par jour. Pas ça à faire chez nous, écrire une joke par jour. Et Instagram aussi. Instagram, Pierre-Luc, c'est là que je vais aussi relayer tous mes articles que je vais écrire pour Urbania, RDS et d'autres projets, notamment mon podcast Pierre-Luc Racine va être surpris. Pierre-Luc Racine va être surpris. Et où je me force pour parler mieux, désolé Guy. Et c'est juste parce que là je m'emporte. Fait que je me suis énervé. Ça m'a tellement excité de parler de ces films-là que là, j'ai perdu le contrôle parce que je suis passionné de parler de Lego Movie. Donc, vous pouvez. Bref, venez me suivre là-dessus, là, Instagram, Facebook. Super. Et mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec mon ami Pierre-Luc Racine, on a jasé de film.